Lors de ma dernière conférence consacrée au dernier roi de Grenade, un détail relevé par plusieurs participants est venu ébranler une certitude que je croyais acquise. Et si ce n'était pas Boabdil qui était mort à Tlemcen? Et si l'homme enterré dans le carré royal de Sidi Ibrahim était en réalité son oncle homonyme, le sultan Mohammed XIII, plus connu sous le nom de Zghal, le victorieux? À première vue, cette hypothèse bouleverse toute l'histoire. Mais en réalité, elle n'est pas nouvelle. Dès 1876, Charles Brosselard la mentionne dans son mémoire. Il l'expose, l'analyse, puis la rejette. Alors une question s'impose. Pourquoi? Pourquoi cette hypothèse, pourtant connue, a-t-elle été écartée? Et surtout, pourquoi la majorité des historiens l'ont-ils suivi presque sans discussion? Pour le comprendre, il ne suffit pas de répéter les récits. Il faut enquêter, revenir aux sources, reconstituer les débats, examiner les traces laissées par les savants de la fin du XIXe siècle. Car tout repose sur une pierre usée par le temps, mais dont l'interprétation a façonné une histoire. C'est donc à une véritable enquête que je vous propose de me suivre. Une enquête à la croisée de l'histoire, de l'archive et du doute. La première étape est simple. Recueillir les sources de cette mémoire contestée. J'ai rassemblé une quarantaine de références, constituant déjà une base de données. Le constat est frappant. À la fin du XIXe siècle, plusieurs auteurs confirment la thèse de Brosselard. Mais au début du XXe siècle, la tendance s'inverse. La majorité le conteste. Un basculement net. Dès lors, une question devient inévitable. Pourquoi? Pour y répondre, il faut revenir au point de départ. Marcher sur les traces de Brosselard au moment précis où il publie son mémoire en 1876 dans le journal asiatique. Le 31 mars 1876, le travail de Brosselard est présenté à l'Académie des inscriptions et belles-lettres à Paris par l'orientaliste Charles Desfrémeries, qui en souligne le caractère très curieux. Quelques mois plus tard, le 6 octobre, Brosselard soumet officiellement son mémoire au concours des Antiquités nationales de 1877. Le 15 mai 1876, Cherbonneau, arabisant de premier plan, publie un article validant sa lecture. À cette époque, un tel soutien donne un poids considérable à la thèse de Brosselard. Le 5 janvier 1877, la commission du concours est constituée. Elle est présidée par Félix Ravesson-Molien. Autour de lui se réunit une élite intellectuelle exceptionnelle. Adrien de Lampérier, conservateur des antiquités au Louvre. Léopold Delisle, historien et grand bibliothécaire. Robert de Lasteyrie, spécialiste de l'architecture médiévale. Alfred Maury, directeur général des Archives nationales. Félicien de Saulcy, spécialiste de numismatique et d'antiquité orientale. Barthélemy Auréo, historien de la philosophie et directeur de l'Imprimerie nationale. Jules Desnoyers, géologue et historien. Et enfin, Eugène de Rosières, juriste et médiéviste. Autrement dit, le sommet du savoir français de l'époque. Cette année-là, 29 ouvrages sont soumis au concours. Le 27 juillet 1877, le verdict tombe. Le mémoire de Brosselard est couronné. Médaille d'argent. Sa thèse est validée, institutionnellement validée. Elle devient, à cet instant, une vérité académique. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En août 1877, les érudits espagnols réagissent. Francisco Fernández González conteste l'interprétation de l'épitaphe. S'appuyant sur les archives de l'Académie royale d'histoire et sur le mémoire d'El Makarri, Nefhatib, il avance une autre lecture.
La pierre ne serait pas celle de Boabdil, mais celle de son oncle, Zghal. Écoutons le témoignage de Maqarri. Dans mon manuscrit intitulé Nafh Atib min Rusn al-Andalus al-Ratib, j'ai consigné que le règne de Boabdil fut marqué par le déclin définitif de la domination de l'islam en Andalousie. Après la chute de son royaume, il émigra à Fès avec toute sa famille. Il y fait bâtir des palais dans le goût andalou que j'ai moi-même visité. Le dernier sultan s'éteignit en 940 de l'Hégire et fut inhumé dans l'oratoire situé à la porte des Chériat. En décembre 1877, lors de la séance publique, le président de l'Académie, Félix Ravessan-Molien, loue les mérites du travail de Brosselard. Il dit « Sauf la mémoire de Charles Brosselard, qui figure parmi les meilleurs consacrés aux possessions africaines de la France. Messieurs, les travaux de Brosselard à Tlemcen sont d'une valeur inestimable. » Le 18 janvier 1878, un doute subsiste déjà. Eugène de Rosières note que l'identification reste incertaine à cause d'une lacune sur le marbre. Puis vient le tournant. En avril 1881, Adrien de Lampérier, le même homme qui avait participé à la consécration de Brosselard, publie une étude décisive. Il a examiné la pierre directement, car entre-temps, l'épitaphe a été transportée à Paris pour l'exposition universelle de 1878, sous l'autorité du conseil municipal de Tlemcen. Pour l'exposition des artefacts, le scénographe a choisi de mettre en scène le dernier roi de Grenade à l'entrée du palais algérien du Trocadéro. L'épitaphe, accrochée au vestibule de l'entrée, resta exposée 6 mois. L'entrée du palais devenait alors un seuil narratif, un passage de l'extérieur parisien à un univers reconstruit, chargé de mémoire. Mais cette exposition va tout changer. Grâce à une analyse paléographique et numismatique, publiée au Journal des Savants en avril 1881, de Lampérier renverse la conclusion initiale. Le marbre n'appartient pas à Boabdil. Il appartient donc à Mohammed XIII, Zghal. Et c'est le 13 avril 1881 que de Lampérier tranche définitivement la question lors de la séance publique à l'Académie des inscriptions et belles-lettres. La thèse de Brosselard est invalidée, confirmant la version espagnole. Ce qui se joue ici dépasse une simple erreur d'attribution. C'est une véritable tragédie intellectuelle. Car celui qui avait contribué à valider la thèse est aussi celui qui l'a détruit. En 1877, de Lampérier couronne Brosselard. En 1881, il le contredit. Entre les deux, une vérité officielle, puis son effondrement. Cet épisode devient un cas d'école. Il rappelle une règle fondamentale. Boabdil est mort à Tlemcen. Ce n'est pas Boabdil qui est mort à Tlemcen, mais son oncle. Avant la fin du XIXe siècle, Eguilaz et Angaz confirment la thèse de Lampérier. Pourtant, certains auteurs du début du XXe siècle continuent à attribuer l'épitaphe à Boabdil. Au moment même où le débat pourrait être tranché définitivement, la preuve disparaît. L'épitaphe. En 1893, Godefroy de Mambine constate son absence au musée de Tlemcen. En 1898, William Marsay confirme que la pierre est introuvable. Dès lors, tout bascule. Sans objet, plus de vérification possible. L'histoire se fige. Si le marbre réapparaissait aujourd'hui, qui aurait raison? Et s'il se trouvait oublié dans les réserves d'un musée? Un simple réexamen à l'aide de nouvelles technologies
pourrait rouvrir un dossier clos. En 1992, un appel international en Espagne, à l'occasion de l'exposition de Séville, est lancé par l'Agence nationale d'archéologie et de protection des sites et monuments historiques du ministère algérien de la communication et de la culture pour retrouver l'épitaphe de Boabdil. 35 ans plus tard, elle demeure introuvable. Mais l'histoire, elle, a déjà tranché autrement. En rectifiant le nom gravé sur le marbre, elle n'a pas affaibli la mémoire de Tlemcen. Elle l'a ennoblie. Boabdil ou Zorbi fut le roi de la faim. Mohammed XIII, dit Zghal, fut celui de la résistance. Deux faces d'une même histoire. Et Tlemcen devient la gardienne de cette mémoire, non pas celle d'une chute, mais celle d'une dignité.